C'est une première en Europe. Le Parlement français a adopté ce mardi une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans qui devrait être appliquée dès la rentrée de septembre 2026. Mais alors, quelles plateformes sont concernées? Comment l'interdiction sera-t-elle appliquée? Et pourquoi cette loi fait-elle autant débat? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio. Juste avant de vous laisser avec les actus du jour, un mot de notre partenaire Revolut, qui devrait vous intéresser si vous êtes en voyage ou que vous prévoyez de partir dans les prochaines semaines. Imaginez-vous partir à l'étranger dans les prochains jours. Entre le logement, le transport, les activités, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais c'est sans compter le forfait internet à modifier, l'anticipation pour arriver à l'aéroport, surtout en plein été, ou les méthodes pour s'occuper durant le trajet jusqu'à sa destination. Et c'est là qu'intervient Revolut, qui peut vous aider en centralisant tous les services nécessaires pour passer de bonnes vacances. Comme par exemple des accès au salon d'aéroport ou des passes fast-track pour aller plus vite à la sécurité. Pour la carte eSIM, Revolut vous permet aussi d'en acheter directement sur l'application et donc de pouvoir obtenir des données à l'étranger sans avoir à payer de hors forfait à votre opérateur mobile. Et si vous souhaitez regarder votre série préférée à l'étranger, jouer aux échecs en ligne ou lire les actualités sportives, Revolut vous offre les abonnements nécessaires avec NordVPN, Chess.com et l'équipe. Alors si ça vous intéresse, un QR code s'affiche à l'écran et un lien est dans la description pour télécharger l'application. 20€ sont offerts pour toute nouvelle inscription et un tirage au sort sera effectué pour gagner 10 000 €. C'est donc après plusieurs mois de débat que le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, a définitivement adopté ce mardi cette proposition de loi. Dans le détail, le Sénat l'a votée à 243 voix contre 2, puis l'Assemblée nationale à 279 voix contre 81. On va revenir sur les détails de cette loi dans un instant, et notamment détailler les plateformes concernées par cette interdiction, mais concrètement, à partir du 1er septembre, les moins de 15 ans ne pourront plus créer de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux. Les comptes déjà existants devront eux être suspendus avant le 1er janvier 2027. A noter que le texte prévoit aussi l'interdiction du téléphone portable au lycée dès la rentrée 2026, avec des exceptions possibles selon le règlement intérieur de chaque établissement. Alors Emmanuel Macron a salué une avancée majeure, assurant que, je cite, la France ouvre la voie en Europe. L'objectif affiché de cette loi, c'est de mieux protéger les mineurs face aux dérives des réseaux sociaux. Ces derniers temps, plusieurs études mettent en avant les effets négatifs d'un usage précoce des plateformes. En l'occurrence, ça peut créer des troubles du sommeil, des difficultés à se concentrer, de l'anxiété, de potentielles dépressions, des problèmes d'image du corps ou encore une baisse des résultats scolaires. À noter d'ailleurs que plusieurs plateformes comme Meta ou TikTok sont poursuivies en justice dans divers pays, aux États-Unis, en Italie, mais aussi en France, notamment par des familles qui les accusent d'avoir contribué au mal-être, voire au suicide de leurs enfants à travers des fonctionnalités jugées addictives. On a déjà eu l'occasion de parler de certaines affaires dans ce format. Avec cette nouvelle loi, la France devient ainsi le premier pays européen à adopter une telle interdiction, mais elle n'est pas le premier au monde. L'Australie a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans depuis décembre 2025. C'est aussi le cas de l'Indonésie. De son côté, le Royaume-Uni a également annoncé une mesure similaire en juin, avec une entrée en vigueur prévue en 2027. Mais alors, pourquoi cette loi fait débat? Première critique, certains estiment qu'elle s'attaque au mauvais problème. Selon eux, plutôt que d'interdire les réseaux sociaux, il faudrait surtout encadrer leur fonctionnement, avec par exemple le scroll infini ou les notifications conçues pour capter l'attention. Selon la ministre du Numérique, Anne Le Henanff, interrogée par Ouest France, ce travail est déjà en cours au niveau européen. D'autres spécialistes de l'enfance jugent qu'une interdiction ne suffira pas. Selon eux, les réseaux sociaux peuvent aussi être des espaces de socialisation, d'information ou de soutien pour certains jeunes. Ils estiment qu'il faut surtout mieux accompagner les jeunes dans leurs usages. Autre sujet de débat, la protection de la vie privée. Plusieurs députés de gauche dénoncent un risque de contrôle de l'identité des internautes, puisque quand on créera un nouveau compte, il faudra forcément justifier de son identité. Pour répondre à ces critiques, le gouvernement mise sur un principe déjà utilisé pour accéder aux sites pornographiques, celui du tiers de confiance. Concrètement, ce sont bien les plateformes qui auront la responsabilité de vérifier l'âge de leurs utilisateurs, mais elles ne pourront pas le faire elles-mêmes. Elles devront obligatoirement passer par un organisme indépendant qui vérifiera l'identité de la personne et indiquera simplement si elle a plus ou moins de 15 ans, sans transmettre aucune information personnelle. Plusieurs solutions de ce type sont déjà à l'étude, comme un dispositif européen ou des outils français comme France Identité. Mais ça ne convainc pas tout le monde. Certains ont peur que ça oblige dans les faits les utilisateurs à fournir une pièce d'identité ou à utiliser la reconnaissance faciale. Plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel ont d'ailleurs été annoncés à gauche. Le Conseil constitutionnel, c'est une institution chargée de contrôler que les lois sont bien conformes à la Constitution, la norme suprême du pays. Autre difficulté, la faisabilité technique de la mesure. La loi ne précise pas quel outil précis les plateformes devront choisir parmi les solutions disponibles. Certains s'interrogent donc sur la possibilité de déployer un système fiable d'ici septembre, donc dans un mois et demi à peine. Les opposants citent aussi l'exemple de l'Australie. Depuis décembre 2025, les moins de 16 ans n'ont donc en théorie plus accès à TikTok, Instagram ou Snapchat, mais dans les faits, une récente étude
étude a montré que 85% des adolescents interrogés continuaient de les utiliser, notamment via des faux comptes, des comptes empruntés à des adultes ou en utilisant des VPN. Face à ces critiques, la ministre du Numérique reconnaît qu'aucun système n'est infaillible, mais elle estime que réduire l'exposition d'une majorité de jeunes constitue déjà une avancée. À noter qu'en cas de non-respect de la loi, les plateformes risquent des sanctions, et notamment des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Enfin, un dernier point reste flou, quelles plateformes sont réellement concernées? Alors la loi ne donne aucune liste précise, TikTok, Instagram ou Snapchat sont évidemment visés, mais la situation est plus nuancée pour des services comme YouTube ou WhatsApp. Selon la rapporteure du texte, seules certaines fonctionnalités dites sociales, comme publier du contenu ou accéder aux chaînes WhatsApp, seraient concernées, contrairement au simple visionnage de vidéos ou à la messagerie privée. À noter d'ailleurs que quelques exceptions sont clairement prévues par la loi, comme les encyclopédies en ligne et les plateformes à vocation éducative. Alors dit comme ça, on peut se demander quel est le rapport avec les réseaux sociaux, mais cette loi utilise des termes assez larges comme plateforme en ligne et services de réseaux sociaux en ligne. Ces services auraient donc pu rentrer dans le champ de la loi, d'où la nécessité de prévoir ces exceptions explicitement. Voilà donc pour ce que l'on sait aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel doit encore examiner le texte et selon sa conclusion, ça pourrait retarder son entrée en vigueur. À noter par ailleurs que la Commission européenne, donc l'une des principales instances de l'UE, travaille elle aussi sur un accès progressif aux réseaux sociaux selon l'âge, tandis qu'une quinzaine de pays européens comme l'Allemagne ou l'Espagne réfléchissent à adopter des mesures similaires. On suivra évidemment tout ça. Je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Blanche et bonjour à toutes et à tous. On commence par un point sur les incendies qui ravagent actuellement la France. À Bordeaux, 2 sapeurs-pompiers sont morts en combattant un important incendie près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Les flammes seraient parties d'un feu de broussailles selon France 3 Nouvelle-Aquitaine. Les 2 pompiers étaient à bord d'un camion-citerne et se sont retrouvés piégés par les flammes. Emmanuel Macron a adressé sur X ses condoléances aux familles et aux proches des pompiers ainsi que la reconnaissance et le soutien de la nation. Le feu qui a été maîtrisé a nécessité l'intervention de 120 pompiers. En parallèle, l'incendie actuellement en cours dans le Var est désormais contenu, mais plusieurs foyers restent toujours actifs, alimentés par un vent du sud-est, selon le préfet. Le feu a parcouru 2550 hectares selon le dernier bilan, détruisant 10 habitations et entraînant l'évacuation d'environ 500 personnes. Plus de 1100 sapeurs-pompiers et 350 engins ont été mobilisés pour lutter contre les flammes. En tout cas, entre janvier et mi-juillet 2026, 42 000 hectares de végétation ont brûlé, soit l'équivalent de 4 fois Paris, d'après les données satellitaires du système européen EFIS. C'est un record depuis le début des mesures il y a 20 ans. Deuxième actu, après avoir annoncé sa démission, la ministre de la Transition écologique Monique Barbu a finalement accepté de poursuivre sa mission à la demande d'Emmanuel Macron. En fait, la ministre avait annoncé ce mardi sa démission après l'adoption définitive de la loi d'urgence agricole qui prévoit notamment la réintroduction d'insecticides interdits depuis 2018 en France. Je vous renvoie à nos actus d'hier si vous voulez en savoir plus. Ancienne présidente de l'ONG WWF France et issue de la société civile, Monique Barbu aurait progressivement perdu toute marge de manœuvre face aux arbitrages du gouvernement et au choix de la majorité selon Libération. Après avoir remis sa démission à Emmanuel Macron, elle avait écrit sur LinkedIn, je cite, que contrairement aux engagements qui lui avaient été donnés, le gouvernement a empêché le débat autour de la suppression de cette mesure, pourtant souhaitée également par les députés. Elle estimait, je cite, que ce revirement constituait le recul environnemental de trop. Finalement, Monique Barbu a donc accepté de rester au gouvernement face, je cite, à l'urgence d'agir contre les conséquences du changement climatique qui frappe durement notre pays et pour répondre aux enjeux de santé environnementale. Troisième actu, plusieurs personnes travaillant dans des ministères ont récemment été écartées de leurs fonctions après avoir été contrôlées positives à des tests antidrogue. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Sébastien Lecornu ce mercredi dans un entretien accordé à Paris Match. Alors si vous n'aviez pas suivi, en juin, le Premier ministre avait publié une circulaire ordonnant des dépistages de stupéfiants dans les administrations. Il avait demandé à ses ministres de mettre en place des contrôles surprises sous forme de tests salivaires pour leurs collaborateurs, mais aussi de se faire tester eux-mêmes. Et certains de ces tests se sont donc finalement révélés positifs. Plusieurs personnes ont donc dû quitter leur poste. Pour le moment, ni leur identité ni leur fonction n'ont été révélées. Sébastien Lecornu a expliqué que les membres des cabinets ministériels et la plupart des hauts fonctionnaires ont accès à des informations extrêmement sensibles. Selon lui, consommer de la drogue, c'est donc être vulnérable. Il a par ailleurs annoncé que ces contrôles continueraient à être réalisés de manière aléatoire. Quatrième actu, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi en première lecture le projet de loi de protection des enfants validant la perpétuité pour les viols en série sur les moins de 15 ans. À l'origine, ce texte devait répondre à la crise de l'aide sociale à l'enfance, confrontée notamment au manquement de place et de moyens pour prendre en charge les enfants. Mais après la mort de la petite Liana, le projet de loi s'est progressivement
progressivement recentré sur la lutte contre la pédocriminalité. Le gouvernement a notamment proposé d'instaurer la prison à perpétuité pour les auteurs de viols en série commis sur des mineurs de moins de 15 ans. Mais cette mesure n'a pas été soutenue par la gauche, qui estime que cette peine ne permettra pas de mieux lutter contre les violences sexuelles. Les députés de gauche dénoncent notamment un manque de moyens pour les enquêtes et la prévention et accusent le gouvernement de privilégier une réponse uniquement répressive. À noter que le texte prévoit également d'étendre l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur des mineurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. En gros, c'est la possibilité d'engager des poursuites pour un viol sur mineur, même des décennies après les faits. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat avant une adoption définitive. Cinquième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé ce mardi le commandant en chef de l'armée, Oleksandr Syrsky, en poste depuis 2024. Il est remplacé par Mikhailo Drapati, jusqu'ici commandant des forces interarmées. Cette décision intervient sur fond de tensions au sommet de l'armée ukrainienne. On en a déjà parlé la semaine dernière, Zelensky avait annoncé le limogeage du ministre de la Défense Mikhailo Fedorov après seulement 6 mois en poste. Âgé de 35 ans et issu du monde de la tech, il était connu pour avoir développé l'utilisation des drones et des nouvelles technologies dans l'armée ukrainienne. Son éviction avait provoqué plusieurs manifestations à Kiev et dans d'autres grandes villes du pays. Mikhailo Fedorov avait accusé Oleksandr Syrsky d'avoir entravé ses réformes et lui reproché notamment de freiner la modernisation de l'armée. Le limogeage d'Oleksandr Syrsky intervient donc quelques jours après celui de Mikhailo Fedorov. Ce dernier a estimé que le départ du général insufflait une bouffée d'air frais et un nouvel espoir dans le combat contre la Russie. À noter que ces tensions interviennent alors que l'Ukraine fait face à une intensification des bombardements russes et à une hausse de 37% du nombre de civils tués ou blessés au cours des 6 premiers mois de l'année, selon l'ONU. Et on termine avec cette actu, le recruteur de mannequins Daniel Siad, soupçonné d'avoir été le rabatteur du criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort à son domicile dans les Hauts-de-Seine ce mercredi. Selon le Parisien, l'homme âgé de 69 ans serait mort d'un arrêt cardiaque, mais une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de son décès. Daniel Siad était récemment apparu au cœur de l'affaire Epstein après la publication des Epstein Files, des documents dévoilés par le département de la justice américaine. Son nom apparaissait plus de 2000 fois dans ces dossiers. Concrètement, les enquêteurs le soupçonnaient d'avoir recruté de jeunes femmes, notamment des mannequins, et de les avoir mises en relation avec Jeffrey Epstein, accusé d'avoir dirigé un vaste réseau de trafic sexuel de mineurs et qui est mort en prison en 2019 avant son procès. Plusieurs mails envoyés par Daniel Siad à Jeffrey Epstein ont été retrouvés. Il y partageait notamment des photos de femmes avec leur mensuration. En parallèle, Daniel Siad faisait l'objet de plusieurs plaintes, 5 femmes l'accusaient de viol et de traite d'êtres humains, des accusations qu'il contestait. Il n'avait pas été jugé au moment de sa mort. À noter qu'aucun élément officiel ne permet pour l'instant d'établir un lien entre son décès et l'affaire Epstein. Merci Léa pour ces actus et on termine avec cette bonne nouvelle. Plus de 700 000 € ont déjà été collectés en quelques jours pour sauver la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne après les incendies. Cette collecte est organisée par la Fondation du patrimoine et l'objectif est de récolter 2 millions d'euros au total. On peut lire sur le site de la Fondation que les fonds récoltés serviront à soutenir, je cite, une replantation ambitieuse, respectueuse de la richesse écologique de ce massif emblématique. Les incendies de Fontainebleau ont ravagé 2200 hectares de la forêt, classée réserve de biosphère par l'UNESCO et qui est située à 60 km au sud-est de Paris. Je vous mets le lien de la cagnotte en description si ça vous intéresse.